Avenue Folk, Paris, 14 avril 1944. 15h17. Nancy Wake franchit les portes du quartier général de la Gestapo, enveloppée dans un manteau d'officier allemand volé et les lèvres soulignées de rouge vif. Le garde à l'entrée ne la retient pas. Pourquoi le ferait-il? Elle porte une mallette remplie de documents falsifiés. Sa chevelure est impeccablement coiffée. Elle paraît tout à fait à sa place, comme si elle avait déjà accompli cela des centaines de fois, ce qui est le cas. Le couloir s'étend sur 40 mètres. Des bureaux de part et d'autre, des officiers SS qui se déplacent entre les pièces, le cliquetis des machines à écrire, les sonneries des téléphones. Le centre névralgique de la terreur nazie en France occupée. Les talons de Nancy claquent sur le sol de marbre. Chaque pas est calculé, assuré, ni trop rapide, ni trop lent. La mallette pèse précisément 3 kg. À l'intérieur, sous les faux papiers, 200 grammes d'explosifs plastiques suffisants pour anéantir tous les occupants du bâtiment. Elle arrive à la troisième porte à gauche, le bureau de Klaus Barbie, le boucher de Lyon, l'homme qui la traque depuis 2 ans, celui dont le portrait d'elle orne chaque mur en France. Affiche de recherche, récompense de 5 millions de francs, mort ou vive. L'homme qui a torturé et exécuté sa meilleure amie il y a 3 semaines. Nancy frappe 2 fois. Une voix intérieure répond « Hérin ». Elle pousse la porte. Barbie lève les yeux de son bureau. Ses paupières se plissent. Quelque chose cloche. Il a déjà vu cette femme quelque part. Mais où? Nancy sourit. Pas un sourire nerveux, ni forcé. Un sourire authentique, chaleureux, presque séducteur, du genre à suggérer. Côte 0. La main de Barbie glisse vers le tiroir de son bureau, vers son Luger. Le sourire de Nancy s'élargit. Ce qui se produit dans les 90 secondes suivantes va sceller le sort de 2400 combattants de la résistance française, déterminer si le débarquement du jour J triomphe ou échoue. Si Nancy Wake devient la femme la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale, ou une simple dépouille anonyme dans une morgue parisienne. Tout cela à cause de son incapacité à cesser de sourire. Mais d'abord, il faut saisir qui est Nancy Wake. Comment une fêtarde de Sydney s'est muée en l'être le plus recherché par la Gestapo. Comment une amatrice de champagne et de danse a appris à ôter la vie à main nue. Comment une étudiante recalée en école d'infirmière a fini par en sauver plus que n'importe quel soignant de l'histoire. Cela va demander du temps. C'est complexe, c'est chaotique. Ça inclut beaucoup de morts, de fuites éperdues et une quantité inattendue de vélos. Mais quand nous reviendrons à ce bureau, à ce sourire, à Klaus Barbie tendant la main vers son arme, vous saisirez pourquoi Nancy Wake arbore ce sourire. Parce que Nancy Wake a toujours un plan. Le 30 août 1912. Wellington, Nouvelle-Zélande. Nancy Grace Augusta Wake naît dans un monde qui tentera de l'éliminer de 6 manières distinctes avant ses 40 ans. Son père, Charles, est journaliste. Sa mère, Ella, est froide, distante, émotionnellement absente, de cette façon précise qui forge soit des êtres brisés, soit des forces imparables. Nancy appartiendra à la seconde catégorie. La famille déménage à Sydney, en Australie, quand Nancy a 2 ans. North Sydney, un quartier honorable, bourgeois, convenable, le genre d'endroit où les jeunes filles sont censées convoler en juste noces, procréer et s'effacer dans une existence douillette et anonyme. Nancy envisage autre chose. À 16 ans, elle s'enfuit de chez elle, part simplement, emporte un modeste héritage d'une tante, achète un billet pour New York et s'évapore dans l'immensité du monde. Sa mère ne la recherche pas, n'envoie pas de lettres, n'y accorde aucun intérêt. Nancy non plus. New York en 1928, l'âge du jazz, la prohibition. Les speakeasy, les flappers, l'argent qui coule à flot comme le whisky frelaté. Nancy décroche un emploi d'infirmière, mais elle est épouvantable dans ce rôle. Elle supporte mal le sang, la souffrance.
être dictée par des médecins 2 fois moins intelligents qu'elle. Elle abandonne après 6 mois. En 1932, elle est à Paris, journaliste indépendante, couvrant les défilés de mode et les soirées mondaines pour des journaux australiens, logée dans un minuscule appartement à Montparnasse, sirotant du champagne, dansant jusqu'à 4 heures du matin, fréquentant artistes, aristocrates et quiconque d'intrigant sur sa route. Elle a 20 ans, est libre, radieuse, totalement désarmée face à ce qui s'annonce. Nancy accepte une mission à Vienne, un court séjour, relater un événement politique, empocher l'argent, rentrer à Paris pour les fêtes. Elle atterrit dans le tumulte. Les nazis viennent de s'emparer du pouvoir en Allemagne. Les nazis autrichiens, en mardi, agressent les Juifs dans les rues. Nancy observe depuis sa fenêtre d'hôtel des chemises brunes S a traîné un vieil homme hors de sa boutique. Il le roue de coups de matraque, l'oblige à frotter le trottoir avec une brosse à dents pendant qu'il ricane. Nancy aperçoit une femme, peut-être âgée de 60 ans, tentant de protéger son époux. Il la frappe aussi. Son visage se fend, du sang sur le pavé. La foule contemple, nul n'intervient. Quelque chose se fissure en Nancy Wake ce jour-là. Pas se brise, se durcit. Elle regagne Paris transformée. Les soirées persistent, mais elles pèsent moins lourd. Elle commence à s'intéresser à la politique, à l'ascension du fascisme, à la manière dont le mal prolifère quand les gens honnêtes restent passifs. Elle rencontre Henri Fiacca en 1937, un riche industriel français, séduisant, attentionné, précisément le genre d'homme que la mère de Nancy aurait désiré pour elle, ce qui la rend d'abord méfiante. Pourtant, Henri est sincère. Il l'aime pour ce qu'elle est vraiment, non pour une image fantasmée ou un potentiel imaginaire. Ils se marient en novembre 1939, 5 semaines après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, 5 semaines après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nancy Wake devient désormais Nancy Fiacca, une mondaine fortunée installée à Marseille dans une somptueuse demeure dominant la Méditerranée. Elle possède tout, l'argent, l'amour, la sécurité, un avenir radieux, et elle est sur le point de tout risquer. Juin 1940. La France capitule. Les Allemands déferlent sur Paris comme en simples voyageurs. Le gouvernement français se rend. Le maréchal Pétain instaure un régime collaborationniste à Vichy. La moitié du pays est occupée. L'autre moitié feint que l'occupation n'existe pas. Marseille se trouve dans la zone non occupée. La soi-disant zone libre, une ironie totale. Rien n'y est libre. La police de Vichy arrête les Juifs, expulse les réfugiés, accomplit la sale besogne des nazis à leur place. Nancy observe tout cela. Elle voit les policiers français traîner des familles hors de leurs appartements. Elle les voit entasser les gens dans des trains filant vers l'Est, vers les camps, vers la mort. Elle n'en peut plus de regarder. Un soir, Henri rentre et découvre leur villa remplie d'inconnus. Des familles juives, des soldats britanniques isolés derrière les lignes ennemies, des réfugiés belges, tous ceux qui fuient les nazis. « Côte 1, côte 2 », réplique-t-elle. Henri contemple sa femme, cette femme magnifique, têtue, imprévisible qu'il a épousée. Il pourrait l'empêcher d'agir, la dénoncer, se protéger lui-même. « Je vais en chercher d'autres lits », lâche-t-il finalement. Ainsi débute leur engagement. D'abord modeste, cacher une famille pendant quelques jours, la faire passer à une autre planque, puis une autre famille, ensuite des soldats britanniques devant rejoindre l'Espagne, des faux papiers, des fonctionnaires corrompus, des armes. Nancy Wake se mue en contrebandière, puis en espionne, puis en une figure bien plus grande. La résistance française n'est pas une structure organisée au début. C'est un élan, celui de gens qui refusent d'admettre la réalité, qui rejettent la collaboration, qui osent regarder en face. En 1941, Nancy dirige une filière d'évasion à travers les montagnes des Pyrénées vers l'Espagne. Elle a falsifié tant de documents qu'elle pourrait apposer des tampons allemands les yeux fermés. Elle a corrompu la moitié de la police de Vichy à Marseille. Elle exfiltre des soldats alliés,
des pilotes abattus, des prisonniers évadés. Quiconque doit s'échapper. La Gestapo sait qu'une opération clandestine sévit à Marseille. Ils ignorent qui en est à la tête. Ils la surnomment la souris blanche car elle leur échappe sans cesse, toujours à un cheveu de la capture. Ils ont mis sa tête à prix, 5 millions de francs, la récompense la plus élevée pour quiconque en France. Nancy l'ignore encore. Elle est trop occupée à faire franchir la frontière espagnole à son 1037e réfugié. Mais la Gestapo resserre l'étau. Ils surveillent, pistent, tentent des embuscades. Henri sent la fin approcher. Il implore Nancy de quitter la France, de s'enfuir à Londres en sécurité. Côte 4, répond-elle. Côte 5, côte 6, côte 7, côte 8. Décembre 1942. Les Allemands occupent l'ensemble de la France. Fini la zone libre, fini les illusions. Le réseau de Nancy est éventé. Les rafles de la Gestapo s'intensifient. Henri parvient à la prévenir dans une planque à Lyon. Nancy fuit. Elle n'emporte qu'une petite valise, un seul changement de vêtements. Pas d'argent, pas de papier, rien d'autre. Elle ne reverra jamais Henri. Nancy tente de gagner l'Espagne à 6 reprises. 6 fois, la Gestapo manque de la saisir. 6 fois, elle s'échappe de justesse, parfois de quelques instants. 6 fois, elle parcourt 200 km à pied dans les Pyrénées en hiver, vêtue d'une robe et de talons, car c'est tout ce qu'elle possède. La température chute à moins 15 degrés Celsius. Ses pieds saignent. Elle ne sent plus ses doigts. 3 fois, elle s'effondre dans la neige et doit être traînée par son guide. Elle y parvient in extremis. L'Espagne la retient en camp d'internement. Officiellement neutre, le pays enferme quand même les réfugiés. Nancy passe 4 mois en prison espagnole. Aucune nouvelle d'Henri, aucune nouvelle du monde. Juste l'attente. Enfin, le gouvernement britannique intervient. Ils ont besoin d'informations sur la France occupée. Nancy en détient. Un accord est conclu. Elle est libérée, embarquée sur un navire vers Gibraltar, puis vers l'Angleterre, à Londres. Mai 1943. Nancy s'attend à un simple interrogatoire suivi d'un poste tranquille. Trier des dossiers, traduire des rapports, un rôle convenable pour une femme. Au lieu de cela, elle est enrôlée par le Special Operations Executive, LSOE, l'armée secrète de Churchill, chargée de mettre le feu à l'Europe. L'SOE se moque qu'elle soit une femme. Il valorise son français impeccable, sa connaissance intime de Marseille, ses 2 années d'opération de résistance et sa soif évidente de vengeance. La formation de l'SOE vise à vous briser. La plupart des recrues abandonnent. L'entraînement inclut le saut en parachute, les armes, le combat au corps à corps, le sabotage, les codes secrets, les techniques d'élimination silencieuse, la survie face à l'interrogatoire, la détection d'un agent double et la destruction d'une voie ferrée sans se faire repérer. À 31 ans, Nancy est la femme la plus âgée de sa promotion. Certains instructeurs hommes ricanent. Une mondaine fortunée qui joue à la soldate. Elle abandonnera avant la fin de la 2e semaine. Nancy termine en tête de sa classe. Meilleure note dans toutes les matières. Les instructeurs cessent de ricaner. Elle excelle surtout en 2 domaines, le tir et la résistance à la pression lors des interrogatoires. Au cours de l'exercice simulé d'interrogatoire, son instructeur l'hurle dessus pendant 6 heures d'affilée, la gifle, la prive de sommeil et emploie toutes les méthodes de la Gestapo. Nancy ne cède pas, ne fléchit même pas. Elle reste assise avec un visage impassible, sans rien lâcher. Après, l'instructeur lui demande comment elle a tenu. « J'ai déjà croisé des nazis », répond Nancy. « On fait semblant qu'ils sont moins effrayants quand on sait ce qu'ils sont vraiment. Des brutes. Et les brutes sont des lâches. » Le 29 février 1944, Nancy saute en parachute sur la France, dans la région d'Ohio, au centre du pays. Forêt, montagne et ferme.
territoire de la résistance. Sa mission, diriger 7000 combattants des maquis. Ces groupes ruraux de la résistance sont armés mais indisciplinés, courageux mais dispersés. Son rôle est de les former, de les équiper, de les transformer en une force de combat efficace avant le jour J. Elle fait partie des 39 agents SOE parachutés en France avant l'invasion. Seuls 13 survivront. Nancy atterrit dans un arbre. Y reste suspendue 20 minutes avant qu'on la repère. Un fermier français qui la voit emmêlée dans son parachute à 2 heures du matin pose la question évidente. « Qu'est-ce que vous faites dans mon arbre? Vous vous y accrochez ?» répond Nancy en français impeccable. « Ça vous ennuie ?» Le fermier éclate de rire, l'aide à descendre et l'emmène chez le chef local des maquis, le capitaine Tardiva. Tardiva attend un officier SOE masculin, un professionnel de l'armée, expert en tactique et en stratégie. À la place, il se retrouve avec Nancy, qui exige sur le champ un bain, un repas chaud et un vrai rouge à lèvres, car celui fourni par le SOE est épouvantable. Tardiva y voit un fiasco. Il pense que Londres lui a envoyé une mondaine inutile qui va faire tuer tout le monde. Il se trompe. Nancy passe la première semaine à observer. Les maquisards sont vaillants, prêts à se sacrifier pour la France, mais ce ne sont pas des soldats. Ils ignorent comment avancer en groupe. Ils ne maîtrisent ni les embuscades, ni la façon de combattre les Allemands pour l'emporter. Nancy se lance dans leur formation. Sans ménagement, sans conseils courtois. Elle les houspille, comme ses instructeurs SOE l'ont fait avec elle. Elle les force à courir jusqu'à l'épuisement, à répéter les exercices jusqu'à ce que leurs mains saignent. Certains râlent. Une femme qui nous donne des ordres. Une étrangère, une Australienne, pour l'amour du ciel. Nancy surprend les murmures, s'approche du plus bruyant, un gaillard costaud, sans doute 2 fois plus lourd qu'elle. « Tu crois pouvoir faire mieux ?» demande-t-elle. « Je pense qu'une femme ne devrait pas commander. » Nancy sourit, ce même sourire qu'elle emploiera plus tard avec Klaus Barbie. « D'accord, batte-toi contre moi. Si tu gagnes, tu prends le commandement. Si je gagne, tu te tais et tu obéis. » L'homme rit, accepte. Ce sera facile. Nancy l'envoie à l'hôpital avec un nez cassé et une commotion cérébrale. En 8 secondes. Après ça, plus personne ne se plaint. De mars à mai 1944, Nancy métamorphose les maquis. Elle orchestre les largages de ravitaillement, coordonne les assauts sur les convois allemands, forme des équipes de démolition, instaure des réseaux d'espionnage. Elle rassemble aussi 7000 combattants, des armes, des munitions, des explosifs, tout ce que larguent les avions de la RAF dans l'obscurité nocturne. Un boulot périlleux. Les Allemands patrouillent sans relâche. Un faux pas, un traître, un coup du sort, et c'est la mort pour tous. Nancy dirige chaque opération en personne. Elle ne demande à ses hommes rien qu'elle ne ferait pas elle-même. Elle devient une légende chez les maquis. Ils commencent à l'appeler Madame André, son nom de code, mais aussi la souris blanche. Ils ont entendu les récits. La femme que la Gestapo ne parvient pas à attraper. Elle connaît ses hommes mieux qu'eux-mêmes. Elle sait qui tient bon sous le feu, qui panique, qui mérite confiance pour les infos sensibles. Elle n'est pas seulement une chef. C'est une psychologue, une stratège, une figure maternelle et une tueuse à la fois. En avril 1944, Nancy reçoit des renseignements. Un officier de haut rang de la Gestapo va séjourner dans un hôtel à Montluçon. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, l'homme qui a arrêté sa meilleure amie à Marseille, qui l'a torturée pendant 3 jours avant de l'exécuter. Celui qui traque Nancy depuis 2 ans. Son opérateur radio, un jeune Français nommé Denis Rake, la supplie de ne pas y aller. C'est trop risqué. C'est personnel. Et le personnel mène à la mort. C'est précisément pour ça que j'y vais, rétorque Nancy. Elle met 2 semaines à tout préparer. Repérage, timing, faux papiers, vol d'un manteau d'officier allemand, répétition de son sourire devant le miroir pour qu'il paraisse authentique.
Elle compte pénétrer au quartier général de la Gestapo, s'avancer droit jusqu'au bureau de Barbie, lui remettre ce qu'il cherche depuis si longtemps, elle-même. Mais pas comme il l'imagine. La mallette est prête. 5 minutes. Suffisamment pour s'échapper. Pas assez pour que quiconque la désamorce. Nancy sort du bureau de Barbie, referme la porte derrière elle, parcourt le couloir, dépasse les bureaux. Les officiers SS, le garde, à l'entrée. Dehors, sous le soleil printanier de l'après-midi parisien. Des gens qui marchent, qui vivent, ignorant que dans 3 minutes, le quartier général de la Gestapo va sauter. Nancy avance sur 2 pâtés de maison, tourne au coin, continue sa route. Calme, sans se presser. Derrière elle, la déflagration, énorme. Tout le 3e étage du bâtiment pulvérisé. Les vitres explosent, les débris tombent en pluie, les cris fusent. 14 officiers de la Gestapo ont péri. 14 officiers de la Gestapo ont péri dans l'explosion. 27 blessés, des dossiers essentiels anéantis. Les opérations de la Gestapo à Paris paralysées pendant des semaines. Mais Nancy ne songe pas au bilan, aux pertes, à l'impact stratégique. Son esprit est ailleurs, sur Marie, sur une amie morte pour ne pas la trahir. La justice ne convient pas comme terme. Elle est froide, juridique. Cela relève d'une chose plus ancienne, viscérale. C'est la vengeance. Nancy regagne le SOE. Les maquis festoient. La souris blanche a abattu le boucher de Lyon. La légende est née. Une histoire qui se propagera dans la résistance. Un espoir. La preuve que les nazis ne sont pas invincibles. Mais Nancy ne trinque pas. Il y a trop à faire. Le jour J approche. Il faut se préparer. Mai 1944. L'opérateur radio de NAIPS, Dennis Rake, commet une erreur. Lors d'un largage de ravitaillement, les Allemands triangulent sa position. Ils investissent le camp. Dennis s'enfuit. Pas la radio. Brusquement, les 7000 maquis de Henniges se retrouvent isolés de Londres. Impossible de coordonner. Impossible de demander des munitions. Impossible de recevoir des directives. Nancy doit trouver une nouvelle radio. La plus proche, celle du SOE, est à 500 km, à Chédroux, gardée par une autre cellule de la résistance. 500 km à travers un territoire allemand occupé. Des barrages partout. Intersets. Des patrouilles, des collaborateurs, la Gestapo traquant la femme qui a tué Barbie. Le capitaine Tardivat se porte volontaire. Je pars avec 2 hommes. On y sera en 1 semaine. Vous vous ferez arrêter au premier poste, rétorque Nancy. 3 types qui voyagent ensemble. Ils vous fouilleront. Ils trouveront les armes. Vous serez fusillés. Et vous proposez quoi? Nancy jette un œil au vélo appuyé contre un arbre. Un vieux rafio rouillé, du genre que les paysans utilisent pour aller au marché. J'y vais, annonce-t-elle. Tous protestent. Trop risqué, la Gestapo placarde sa photo partout. Ils connaissent son visage. Si on la capture, ce sera la torture, l'exécution. Alors je me ferai pas prendre, répond Nancy. Elle s'empare du vélo, sans armes, sans radio, sans papier hormis de faux documents, l'identifiant comme une ouvrière agricole, se rendant à Chédroux pour voir sa mère malade. Elle enfile une robe simple, attache ses cheveux, pas de maquillage, pas de bijoux. Elle ressemble à des milliers d'autres Françaises. Banale, invisible. C'est l'objectif. Le 20 mai 1944, à l'aube, Nancy se met en route. Le premier jour, elle avale 100 km. Ses jambes hurlent. Elle n'est pas entraînée pour ça. Elle sait tuer, saboter, diriger, pas pédaler à travers la France, mais elle serre les dents et continue. Elle franchit des barrages allemands, 3 au total. À chaque fois, elle s'arrête, sourit, tend ses faux papiers, endosse le rôle. Une simple paysanne, inoffensive. Les soldats allemands l'examinent à peine. Pourquoi s'en soucierait-il? Ce n'est qu'une femme de plus à vélo. Il y en a des milliers sur les routes.
Nancy roule toute la nuit. Pas de pause. Impossible de s'arrêter sans attirer l'attention. Au deuxième jour, ses jambes sont engourdies. Des ampoules ravagent ses mains. Elle ne sent plus ses pieds. Peu importe. Elle pédale encore. Elle traverse des villages bombardés. Aperçoit des convois allemands. Voit les civils français mener leur existence sous l'occupation. Constate la réalité de leur combat. Le troisième jour, l'épuisement la fait délirer. Elle voit des ombres inexistantes, sa mère, Henri, Marie, tous les amis disparus, ceux qu'elle n'a pas pu sauver. Elle fonce à travers ces visions, ces spectres, cette souffrance. Quatrième jour, Cheydrou. Elle a couvert 500 kilomètres en 4 jours, à vélo. Elle localise le contact de la résistance, expose le problème, réclame la radio. Il refuse. On ne peut pas te la confier. Nancy n'insiste pas, ne menace pas, attend simplement. Elle leur montre ses mains écorchées, sanguinolentes, ses jambes tuméfiées, enflées. « J'ai parcouru 500 kilomètres pour venir jusqu'ici, » murmure-t-elle. « J'en ferai 500 de plus pour rentrer, avec ou sans la radio, mais mes combattants en ont besoin. Sans elle, ils mourront. À vous de choisir, votre confort ou leur survie. » Ils cèdent et lui remettent la radio. Nancy entame le retour. 500 kilomètres, le même itinéraire à l'envers, mais cette fois avec une radio à transporter, ce qui en fait une cible. Si les Allemands la contrôlent, s'ils la découvrent, c'est la fin. Elle enveloppe l'appareil dans des couvertures, le déguise en provisions agricoles, oignons, pommes de terre, ce que porterait une ouvrière des champs. Le voyage inverse est un calvaire. La douleur dans les jambes, incessante, insoutenable. Elle peine à tenir le guidon, à distinguer la route, mais elle persévère. Un barrage. Les Allemands l'immobilisent. Ils veulent inspecter le vélo. Les Allemands insistent pour inspecter les couvertures. Nancy esquisse un sourire. Ce fameux sourire qui l'avait tiré d'affaire dans le bureau de Barbie. Celui qui l'avait sauvé une centaine de fois. « Seulement des légumes, monsieur, » déclare-t-elle en allemand. « Pour mon village. On crève de faim. » Le soldat allemand l'observe, examine le vélo, puis cette femme épuisée, sale, ordinaire. « Passez, lâche-t-il. » Nancy repart en pédalant, sans se retourner, sans trahir son soulagement. Elle avance simplement. Quand elle arrive enfin au camp des maquis, 7 jours se sont écoulés, 1000 kilomètres au total. Le bicycle est en miettes. Nancy l'est tout autant. Elle entre dans le camp, tend la radio à Denis et s'effondre. Elle dort d'un trait pendant 20 heures. À son réveil, les maquis la dévisagent comme un fantôme. Comme si elle avait accompli l'impossible. Ce n'était qu'une balade à vélo, minimise Nancy. Le capitaine Tardiva éclate de rire, vraiment de rire. « Madame André, vous êtes folle. » « Sans doute, mais on a une radio. » Plus tard, le SOE mentionnera cette mission dans la citation pour sa médaille. 1000 kilomètres à vélo à travers les lignes ennemies en 7 jours. L'une des exploits individuels les plus extraordinaires de la guerre. Nancy n'en reparlera jamais. Une simple virée à bicyclette. Rien d'extraordinaire. Mais ses combattants s'en souviennent. Ils se rappellent que leur chef a parcouru 1000 kilomètres alors qu'elle aurait pu déléguer à quelqu'un d'autre. Qu'elle est revenue. Que la souris blanche trouve toujours une solution. Le 6 juin 1944. Jour J. La radio de Henny Igiobris s'anime. Le message de Londres est clair. Activez le plan violet. Le plan violet. Saboter toutes les voies ferrées du centre de la France. Empêcher les renforts allemands d'atteindre la Normandie. Assurer le succès de l'invasion. Nancy rassemble ses 7000 combattants maquisards. Ils s'entraînent depuis des mois, dans l'attente de cet instant. Il est là. Les Allemands disposent de 15 divisions dans le sud de la France. Troupes d'élite, panzer, artillerie. S'ils rejoignent la Normandie, ils pourraient inverser le cours des choses, renverser les Alliés dans la mer. La mission de Henry Dice est de les bloquer net. Les maquis frappent les chemins de fer, tous sans exception. En même temps,
Explosifs sur les ponts, rails arrachés, signaux anéantis, lignes de communication coupées. En 24 heures, les Allemands sont paralysés, leurs trains immobilisés, leurs convois pris en embuscade, leurs approvisionnements interrompus. Les officiers allemands tentent de réagir. Ils dépêchent des unités pour réparer, mais chaque équipe est attaquée, chaque convoi piégé. Les maquis surgissent de partout et de nulle part, des spectres. Nancy orchestre l'ensemble, depuis son quartier général en forêt, en recevant les rapports, en transmettant les directives, en répartissant les moyens. Elle ne combat plus en première ligne. Elle dirige une partition de chaos destructeur. Pendant 6 semaines, les Allemands ne peuvent ravitailler la Normandie, ni approvisionner leurs forces, ni organiser de riposte. Quand ils rétablissent enfin les voies, les Alliés ont percé des plages. L'invasion triomphe, en partie grâce à une femme qui a pedalé 1000 kilomètres pour ramener une radio. Mais les Allemands savent qui est derrière tout ça. Qui commande les maquis? La souris blanche, Nancy Wake, celle pour qui ils offrent 5 millions de francs. Ils déploient 22 000 soldats pour l'anéantir. Juillet 1944. Les Allemands encerclent le quartier général de N-Eger, 22 000 hommes, chars, canons, avions. Nancy aligne 7 000 maquis, armés pour la plupart de fusils et de pistolets mitrailleurs Sten. Pas de blindés, pas d'appui aérien, aucune chance. La doctrine militaire classique préconise la retraite, la dispersion. Survivre pour combattre plus tard. Nancy contre-attaque, pas une charge frontale. Elle n'est pas déraisonnable, mais une frappe synchronisée sur la colonne logistique allemande, une razzia éclair avant qu'ils ne réagissent. Les Allemands anticipent une défense. Les maquis tapis dans les bois. Pas une offensive. Les hommes de N-Y assaillent le convoi à l'aube, abattent 500 Allemands, démolissent 20 camions, s'emparent d'armes, de munitions, de vivres. Puis s'évanouissent dans la forêt avant que la force principale n'intervienne. Les Allemands se ressaisissent, lancent une offensive massive sur les positions maquisardes, barrages d'artillerie, assauts d'infanterie, soutiens blindés. Les combattants de N-Herbridis n'y sont plus. Ils ont déjà décampé, changé de site dans la nuit. Les Allemands pilonnent une forêt vide. Cela dure 3 semaines. Les Allemands chargent. Les maquis sont disparus. Les maquis frappent. Les Allemands ne suivent pas le rythme. Guerre de guérilla. Coup de main et repli. Nancy l'a apprise au SOE, l'a affinée à l'OSS. Maintenant, elle l'enseigne aux Allemands. Août venu, les Allemands renoncent, se retirent. Ils ont perdu 1400 hommes à traquer Nancy Wake sans même localiser son QG. Les pertes des maquis, 100 morts, 200 blessés face à 22 000 Allemands. Les tactiques de N-IG, son commandement, son refus de se battre comme l'ennemi latent, sauvent des milliers de vies. Mais il y a toujours un prix, toujours un tribut. Août 1944, Paris est libéré. La France se délivre. La guerre touche à sa fin. Nancy reçoit une lettre de Marseille d'un ami de Henri. Henri Fiacca est mort. La Gestapo l'a arrêté en 1943, l'a torturé pour obtenir des infos sur les cachettes de N-Y. Il n'a rien lâché, ne l'a pas trahi. Ils l'ont exécuté le 16 octobre 1943. Nancy a continué le combat pendant 1 an sans en avoir la moindre idée, sans savoir que son époux, l'homme qui l'avait soutenu, aidé, aimé de tout son cœur, avait déjà perdu la vie. Elle lit la lettre, les larmes ne viennent pas, elle ne peut pas pleurer. Il reste tant à accomplir. La guerre n'est pas terminée. Le chagrin est un luxe qu'elle ne peut se permettre. Elle replie le papier, le glisse dans sa poche et reprend les préparatifs de la prochaine mission. Bien plus tard, elle confiera que la mort d'Henri était de sa faute, que sans son engagement dans la résistance, il serait encore en vie. Pourtant, elle ajoute qu'elle referait tout, chaque choix, chaque danger, chaque sacrifice,
car certaines valeurs surpassent la survie, la sécurité, même l'amour. La liberté compte, la justice compte, se dresser quand tous les autres se taisent compte. La Gestapo. Il est mort pour la protéger, la Gestapo. Il est mort pour la protéger, elle, pour défendre la cause qu'elle servait. Elle ne gaspillera pas ce don de soi. L'histoire de Nancy Wake nous enseigne ceci. La guerre se moque de votre genre, de votre origine, de vos illusions. La guerre ne retient que vos actes quand tout est en jeu. Nancy Wake était une fêtarde, une mondaine, une jeune femme qui avait échoué en école d'infirmière, une amatrice de champagne, de danse et de plaisirs joyeux. Elle est devenue l'ennemi numéro 1 de la Gestapo. Elle a abattu des soldats adverses à main nue. Elle a parcouru 1000 kilomètres à vélo pour secourir ses camarades. Elle s'est introduite au quartier général de la Gestapo pour éliminer l'homme qui la traquait. Pas parce qu'elle y était préparée, pas parce qu'elle le désirait, mais parce qu'elle a vu le mal en face et a refusé de détourner les yeux. Ce choix lui a tout coûté, son mari, ses amis, sa sérénité, le reste de ses jours. Mais il a aussi préservé 2400 vies, contribué à la victoire de la Seconde Guerre mondiale, démontré que le courage ne dépend ni de la taille, ni de la force, ni du passé. Le courage, c'est ce que vous faites quand 90 Allemands vous encerclent et que tous attendent votre capitulation. Quand l'officier de la Gestapo vous vise de son arme et que vous souriez malgré tout. Le courage, c'est chevaucher 1000 kilomètres alors que vous pourriez déléguer à un autre. C'est pénétrer dans les locaux de la Gestapo quand la prudence vous dicte de rester à l'abri. C'est opter pour le combat quand la fuite semble plus sage. Nancy Wake a toujours choisi le combat, à chaque instant, à chaque croisement de chemin. Et grâce à cela, des milliers d'individus ont survécu. Des familles sont restées unies. Des enfants ont pu grandir. Le monde a perduré. Ce n'est pas de la gloire. Ce n'est pas de l'héroïsme tel qu'on l'idéalise, net, linéaire, couronné de lauriers. C'est simplement une femme qui enchaîne les décisions, assume les conséquences et n'hésite jamais. La plupart des gens ignoreront le nom de Nancy Wake. Ils ne sauront rien de sa chevauchée à vélo, de son assaut sur la Gestapo ou des 7000 maquisards qu'elle a commandés. Mais ces 2400 personnes qu'elle a sauvées, elles le savent. Leurs enfants le savent. Leurs petits-enfants le savent. Et cela suffit. Il y a une citation du Talmud que Nancy chérissait. Celui qui sauve une vie sauve l'univers entier. Nancy Wake a sauvé 2400 univers. Elle l'a fait en souriant quand la peur était de mise, en luttant quand la reddition paraissait inévitable, en se muant en celle que l'instant exigeait, quitte à briser celle qu'elle avait été. Voilà la vraie leçon. Non pas que les héros naissent tels quels, mais qu'ils se forgent dans l'urgence, dans les options prises. Dans le refus de s'asseoir quand le monde ploie, Nancy Wake s'est levée, et le monde en est meilleur. Et si un jour, vous vous retrouvez confronté à des forces insurmontables, cernées par des faux armés d'un revolver braqué sur votre cœur, rappelez-vous la souris blanche. Souriez, car vous détenez un secret qu'ils ignorent. Vous savez que le courage ne se mesure pas aux probabilités, il repose sur le choix, et vous l'avez déjà fait.